Amis camping-caristes, bonjour. Nous allons encore parler technique. Ben oui, la chaîne, c'est cela. Ici, on vend rien, on teste. On teste, on mesure, on calcule, on parle de physique. Voilà, c'est une chaîne où on apprend des choses. Enfin, du moins, j'essaye de vous apprendre des choses dans les limites de mes connaissances, bien entendu. Je demande jamais de mettre le pouce, je vous demande jamais de vous abonner, je suis peut-être la seule chaîne à faire cela. En fait, ceux qui même viennent voir, s'abonnent s'ils le souhaitent, être informés des nouvelles vidéos, et puis voilà, ça se passe comme ça. Je ne cherche pas à vous vendre quoi que ce soit. On va passer à la vidéo numéro 61. Alors je note toutes mes vidéos afin de vous orienter, quand je parle d'un sujet qui a déjà été développé, de vous dire allez voir la vidéo numéro temps. Aujourd'hui, ça sera la 61, et nous allons parler de ventilation, de ventilateur. Ceux qui me suivent savent bien que depuis quelques vidéos, j'ai commencé à élaborer un système qui permet de récupérer la chaleur sur le chauffage pour pouvoir produire de l'électricité et charger les batteries du camping-car l'hiver quand il n'y a pas de soleil, et puis surtout la nuit quand on chauffe, quand on va chauffer, on va alimenter en électricité le brûleur, le chauffage, et en même temps, comme on produira plus que la consommation propre, on chargera les batteries. Tout au début, la première vidéo, j'avais étudié un système qui récupérait la chaleur sur le pot d'échappement. Parce que les chauffages du commerce n'ont pas tous le même rendement, et il y a des chauffages, surtout les Chinois, qui ont un très mauvais rendement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chaleur qui part dans le pot d'échappement, dans les fumées. Mais, sur les très bons chauffages qu'on a en Europe, le rendement est meilleur, et bien sûr, il y a moins de chaleur dans les fumées, donc il y a moins d'énergie à récupérer. Il faut savoir qu'en gros, la technologie pour récupérer ça, ce sont des petites cellules un peu comme ça. Alors là, c'est une cellule Peltier, elle sert à faire du froid à partir d'une tension continue. Donc d'un côté, vous avez du froid, de l'autre côté, vous avez du chaud. Et puis il y a un autre monsieur qui s'appelle Sidbik, qui a, sur le même principe, et avant Peltier d'ailleurs, a développé la thermoélectricité, c'est-à-dire que c'est l'effet inverse. Vous chauffez d'un côté, vous refroidissez de l'autre, et ça produit une tension et un courant qu'on peut utiliser pour alimenter des appareils ou recharger des batteries. Voilà l'idée. Alors l'idée, c'est de mettre ces cellules thermoélectriques sur un foyer de brûleur pour pouvoir récupérer de l'électricité, mais continuer aussi à chauffer. Il faut savoir qu'on peut, avec les très bonnes cellules, récupérer 5 à 6% de la production de chaleur pour fabriquer de l'électricité, et le reste continue à servir à chauffer l'habitacle du camping-car. Mais par contre, ce système-là n'existe pas dans le commerce, c'est pour ça que je travaille dessus. Alors, je ne vais pas le fabriquer d'une manière fonctionnelle, c'est-à-dire avec un brûleur qui va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il faut fabriquer des pièces sur mesure, ça coûte très cher. Mais ça, c'est à la portée d'un constructeur de camping-car ou des gens qui font du chauffage, de passer ça en R&D et de faire des investissements pour pouvoir développer ce genre de système. Moi, ce que je vais faire, sur quoi je me suis attaqué, c'est de faire un chauffage grandeur réelle en faisant de l'impression 3D pour pouvoir montrer à quoi ça peut ressembler. Dans ce chauffage, non seulement on chauffera l'habitacle, on fera également de la récupération d'électricité, mais en plus, on va y intégrer la climatisation. Ça ne sert à rien d'avoir un appareil qui fait du bruit sur le toit du camping-car, alors qu'on peut intégrer dans le même chauffage gasoil la climatisation, différentes mesures. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur les différentes mesures pour faire des différents calculs sur le diagramme de l'air humide, la quantité d'oxygène dans l'air et ainsi de suite pour la combustion. Mais on mettra aussi la climatisation et on gérera l'humidité relative. C'est-à-dire qu'on est tout à fait capable l'hiver de gérer l'humidité relative afin d'éviter ou de limiter
la condensation sur les parois, sur les vitres. Moi, avec mon chauffage que j'ai installé gasoil en tout air neuf, je suis monté au Cap Nord, on a eu des nuits à moins 21, j'ai pas de protection extérieure sur les vitres, hein, sur le pare-brise, et j'avais pas une goutte de condensation à l'intérieur du camping-car. Donc, dans mes vidéos précédentes, allez les voir, on parle de tout ça. Revenons à la vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire la diffusion d'air dans l'habitacle. Pour ce faire, je vais utiliser des ventilateurs, alors voilà, brushless. Ce ne sont pas des ventilateurs classiques, ceux-ci, c'est de la marque Orion. Alors je cite la marque, pourquoi? Parce que quand j'ai cherché ces ventilateurs-là, c'était assez compliqué à trouver ce que j'avais besoin, je vous expliquerai pourquoi. J'ai contacté cette société-là, à Hong Kong, ils sont certainement fabriqués en Chine, et ils m'ont dit, oh, votre projet m'intéresse, ils me les ont offerts. Hein, donc là, j'en ai tout un paquet pour que je puisse faire les essais. Bon, c'est la seule pub, entre guillemets, hein, parce que je ne les vends pas, je ne vous donnerai pas de remise ou quoi que ce soit. Mais on va parler de la technique de ces ventilateurs-là, qui n'ont pas de balai, qui sont silencieux. Alors silencieux, c'est relatif, hein, mais si on le compare à débit et perte de charge constante par rapport à d'autres ventilateurs, donc sans balai, pas d'usure, pas d'échauffement, un meilleur rendement. Et en plus, à l'intérieur de ces appareils-là, vous avez de l'électronique qui permet de faire varier la vitesse et de récupérer les vitesses de rotation. Là, vous avez 4 fils. Mais on va revenir dans le détail de ça, comment ça se raccorde. Et on va en profiter pour parler des pertes de charge, parce qu'évidemment, pourquoi, hormis l'électronique, hein, le fait que ça consomme peu, à débit constant et à perte de charge constant, hein, par rapport à d'autres ventilateurs, comment ça se pilote à partir d'un ESP32. Bon, allez, on va passer tout de suite à la partie technique. Je vais vous faire voir le PDF technique de ça. Alors pour revenir, oui, j'ai pas terminé sur la société qui m'a envoyé ça. Ils devaient me l'envoyer de Hong Kong et en fin de compte, c'est venu directement de leur siège de Dallas aux États-Unis. Donc j'ai eu quand même à payer la douane, les frais de douane. Mais enfin bon, c'est sympa quand même de m'avoir donné ces petits ventilateurs-là pour faire des essais. Voilà. Donc ce sont des essais de ventilation pour mon futur projet. Évidemment, il y a un côté intéressé chez eux, ce qui est normal, parce que franchement, vous allez voir les performances de ce ventilateur exceptionnelles. Et ils sont relativement épais, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils ont un très gros débit. Mais nous allons revenir là-dessus tout de suite et je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Allez, on passe au côté technique. Là, pour commencer, regardons un petit peu de quoi nous parlons au niveau des différents chauffages gasoil. Dans ma vidéo, alors j'ai eu 25 et 30. Voilà, je cherchais les numéros. Le 25, je parlais du gasoil autotherme, et le 30, c'est le Webasto chinois Vevor que vous voyez à l'écran, sur lequel j'ai fait des essais très poussés, hein, parce que j'étais jusqu'à mesurer exactement les consommations en pesant les bidons avec des balances de précision à 0,01 g, des chronomètres, des compteurs comme ça, qui permettent à la seconde près de pouvoir faire les durées de mesure de consommation. Donc j'ai vraiment fait quelque chose de très précis, notamment dans les mesures de puissance. Et je me suis aperçu, si on prend l'exemple de Vevor, là, alors c'est pas le modèle que j'ai testé, moi j'ai testé le 5 kW, là c'est le 8 kW, mais quand vous regardez le 8 kW qui vendent, ce qui est entouré en rouge et ce qui est entouré en vert, c'est la consommation, c'est impossible. C'est incompatible. Il faut savoir que dans un litre de gasoil, quand on le brûle, ça dégage une certaine quantité de chaleur, c'est physique, hein. Ça varie un petit peu en fonction des additifs, mais au pouillème près, et ce qu'on appelle le PCI. En gros, dans un litre de gasoil, quand on le brûle, ça dégage 10 kW, hein. C'est le pouvoir calorifique inférieur. Vous avez le pouvoir calorifique supérieur, c'est en récupérant la condensation
dans les fumées, un peu comme les chaudières à condensation. Là, on gagne encore un petit peu en puissance, ce qui n'est pas le cas dans ce type de chauffage-là. On est sur le PCI. Le PCI, c'est 10 kW. Hein. Et si vous prenez leur consommation, là, dans l'exemple de 0,62 litres multiplié par 10 kW, vous ne pouvez pas, avec un rendement à 100%, donner plus que 6,2 kW avec cette quantité de gasoil, alors qu'ils le vendent pour 8. Hein, vous voyez, déjà, il y a un énorme problème ici entre ce qui est annoncé et ce qui est possible. Après, alors, toujours pour en revenir dans mes vidéos, ben là, justement, c'est là que j'avais fait le calcul du rendement et de la ventilation, parce que le sujet, c'est quand même la ventilation. Hein. Donc là, sur le chauffage Vevor, en réalité, on produisait que 1466 watts, maximum en puissance 10, d'accord, et on consommait l'équivalent en gasoil de 4130 watts, c'est-à-dire qu'on avait un rendement de 35,5%. Mais on était loin des 5 kW, puisque, je le répète, hein, c'était un 5 kW que j'ai testé, puisque en fait, il ne produisait que 1466 watts en plein pot. Je dirais que c'est pas grave à la limite, parce que quand vous voyez le prix de 100 € le chauffage, si avec 1,5 kW vous chauffez vos fourgons et votre camping-car, bon bah, hormis cela, il n'y a pas de problème. Hein. Il peut y avoir du bruit, parce que c'est très bruyant. Au niveau des sécurités, c'est peut-être pas aussi sécurisé que les chauffages européens. D'ailleurs, ils n'ont pas eu les normes. Hein, donc théoriquement, on ne peut pas l'installer dans un camping-car. Mais moi, d'après les essais que j'ai faits, ça marche bien. Voilà. Vous regardez mes vidéos, ça fonctionne bien, ça consomme beaucoup, ça produit peu, mais ça fonctionne. Voilà. Et là, c'est exactement les mêmes essais que j'ai fait avec le chauffage autotherme. Et là, on a un rendement de 82%. C'est pour ça que je me suis dit, plutôt que de récupérer sur le pot d'échappement, c'est pas homogène. C'est-à-dire qu'un coup, vous allez mettre du Vevor, vous allez avoir une grosse quantité de chaleur dans le pot d'échappement. Après, vous allez mettre un autotherme, un Webasto, les vrais, hein, et puis vous allez avoir un meilleur rendement, bon, donc beaucoup moins de chaleur dans le pot d'échappement. Je me suis dit, l'idée, c'est de repartir à zéro et de concevoir le chauffage depuis le début jusqu'à la fin. C'est beaucoup plus facile d'ailleurs, puisque on le crée avec les besoins spécifiques de là où on veut arriver. C'était clair? Et dans ces essais-là, on en revient à la ventilation. Là, je m'aperçois qu'on a un débit d'air mesuré de 150 m3 heure en pleine puissance, alors que si vous regardez le tableau précédent, on était à 59 m3 heure. Alors eux, ils avaient 59 m3 heure avec une puissance de chauffe de à peu près 50 watts, ouais, c'était 49,9. Autotherme, lui, développe 150 m3 heure, 151,7, mais avec 52 watts de puissance de ventilateur. Donc à puissance équivalente, on a le double de débit chez Autotherme, vous voyez quand même. Et nous, on verra ce que ça donne avec notre chauffage. Voilà. Donc, chez Autotherme, les chiffres sont cohérents par rapport à la publicité. Et c'est ce que j'ai mis. Je vous dis, je suis monté au Cap Nord, ça a marché bien, très très bien. Et au Cap Nord, j'ai pris l'air extérieur que j'ai soufflé dans le camping-car. J'ai pas pris l'air du camping-car pour le réchauffer. J'ai pris l'air extérieur. Donc l'air extérieur est très froid parce que j'avais des nuits à moins 21, mais avec une humidité relative élevée, mais un poids d'eau faible. Regardez mes vidéos précédentes, j'explique la différence entre humidité relative, les pourcentages, et les quantités réelles d'eau dans l'air. Ce qui fait qu'en réchauffant l'air extérieur pour le souffler dans le camping-car, bien sûr, je consommais plus de carburant, mais par contre, je n'avais pas d'humidité dans le camping-car. Voilà. Et je maîtrisais les apports d'air incontrôlés du camping-car, puisque c'est moi qui maîtrisais la surpression, hein, parce que comme je gonfle le camping-car en soufflant de l'air dedans, l'air ne peut que s'échapper, c'est l'air que j'ai chauffé. Alors que si vous recyclez, vous avez des entrées d'air froid, par les pédaliers, par différents endroits du camping-car, et là, c'est pas contrôlé. Là, on contrôle.
Donc, on n'a toujours pas attaqué mes ventilateurs. Allez, continuons. Ça, c'est le ventilateur donc auto Webasto que j'ai démonté. Hein. Donc ici, voilà, j'ai le corps de chauffe que j'ai refait entièrement, bien sûr, en impression 3D, puisque l'air souffle comme ça, passe sur les ailettes qu'il y a tout autour pour réchauffer l'air de l'habitacle. Et l'autre partie du ventilateur, celle que vous voyez à l'écran, là, eh ben, permet d'envoyer de l'air ici au brûleur pour pouvoir, alors ça s'appelle du comburant, l'air qu'on amène, se mélanger au carburant, le gasoil, pour pouvoir créer la flamme, la meilleure flamme possible pour éviter l'encrassement. Mais ça, j'en parle dans mes autres vidéos. Voilà. Donc là, on voit la partie arrière. Là, on voit la partie quand je le démonte, hein, les deux fils, la turbine et l'ensemble monté sur le corps de chauffe. J'ai tout démonté, tout contrôlé. Et maintenant, je vais vous faire voir une petite vidéo de ce ventilateur-là qui montre la documentation. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, ça s'appelle un OD8038XE. Il fait PWM et tachymètre. Voilà. Là, vous voyez les tensions. Et puis les couleurs des fils et à quoi ça sert. La petite courbe à droite que vous voyez ici, c'est pour voir quelle pression disponible on a en fonction de la vitesse de rotation. Voilà, et là, vous voyez que c'est un 12 volts. Il fonctionne entre 11 et 13,8 volts. Il fait 69 watts maximum, 5,8 ampères pour 13 250 tours minute, avec une perte de charge de 132 CFM. Un débit de 132 CFM et une perte de charge de 3,4 H2O, pour un niveau sonore de 73 dBA. Voilà. On va passer à la suite. Alors nous allons nous attaquer donc au débit d'air. Dans la conception du chauffage, je vais avoir besoin en air de traitement, c'est-à-dire l'air qu'on souffle dans le camping-car et qui vont passer sur les radiateurs. Alors, pour pouvoir refroidir mes petites cellules Sidbic, je vais avoir des échangeurs dessus. Et j'ai besoin de 250 mètres cubes. C'est-à-dire que je vais avoir besoin du double de ce que donne un chauffage autotherme. Et beaucoup plus qu'un chauffage chinois. Donc, je vais avoir besoin de véhiculer avec 4 ventilateurs comme ça, l'équivalent de 250 mètres cubes en chauffage. Si vous regardez, chaque ventilateur fera donc 62,5 mètres cubes. Les courbes sont données en CFM. Donc j'ai converti, ça veut dire que 62,5 mètres cubes, c'est 36,8 CFM. J'ai arrondi à 37 et j'ai tracé un trait verticale jusqu'à la courbe. Et la courbe, elle a une forme un peu bizarroïde. Et j'ai ramené à l'intersection sur la gauche pour voir les pertes de charge admissibles avec le ventilateur, c'est-à-dire 2,4 H2O. 2,4 H2O, c'est l'équivalent de 61 mm de colonne d'eau. J'ai toujours travaillé en France avec des millimètres de colonne d'eau, éventuellement du Pascal. C'est pour ça que j'ai fait les conversions. Pour ceux qui connaissent un peu, ça leur donne une idée des pressions disponibles. Pour pouvoir donc avoir sur mes ventilateurs les 250 m3, c'est-à-dire 62,5 m3 heure, je ne dois pas avoir un frein, c'est-à-dire que quand on souffle de l'air dans des gaines, et ben le frottement d'air dans les gaines, ça crée un frein. Quand vous mettez un coude, ça crée des pertes de charge, ça crée un frein. Quand vous arrivez dans une bouche de soufflage, le passage dans la bouche crée une perte de charge. Et quand vous passez dans des radiateurs, dans des ailettes, et ben tout ça, ça freine. Et le cumul de toutes ces pertes de charge, et ben il faut que le ventilateur puisse les combattre. C'est pour ça que les courbes existent. Et ça, ces courbes-là, c'est pour le débit qu'on a sélectionné.
Il est évident que le ventilateur est surpuissant par rapport à cela. Ce qu'il va falloir, c'est diminuer les vitesses de rotation des 4 ventilateurs en même temps pour pouvoir atteindre les 250 mètres cubes qu'on mesurera d'une manière physique dans le chauffage, hein, contrairement aux autres, et on contrôlera en même temps les vitesses de rotation. Voilà. Donc, voilà à quoi servent ces courbes-là. On va passer à la courbe suivante. La courbe suivante, elle sera en mode climatisation. En mode climatisation, les 4 ventilateurs vont devoir me donner un débit de 500 mètres cubes. Et oui, pour climatiser, j'ai besoin de 500 mètres cubes heure pour avoir une puissance. Alors, je voulais marquer de 2,5 kW froid. C'est pas énorme pour un chauffage de 7 mètres de long, hein, c'est même limite, je trouve. Hein, c'est ce que j'ai mis, moi, comme climatiseur Webasto, et je vous garantis que quand il fait très chaud dehors, les 2,5 kW sont limite. Bon, enfin, ça rafraîchit quand même, ça fait du bien. Après, si on peut mettre des 3 kW, hein, mais tout ça fait que ça consomme plus. Alors, à la limite, on s'en fout parce qu'on est sur le 220 volts, mais ça fait du bruit. Surtout quand c'est sur le toit, là, dans la chambre, au-dessus, la nuit, quand vous êtes en pompe à chaleur, parce que c'est réversible, quand ça se met en marche, vous avez le toit qui vibre, et puis, bon, il faut avoir envie de chauffer. Hein. Le problème que je vais régler avec ce chauffage-là, c'est que ça sera beaucoup moins bruyant. Une petite aparté, ce que j'ai écrit en vert, quand on parle de kilowatts froid, ça veut rien dire, ou de BTU, hein, parce qu'il y a une conversion kilowatt BTU. Les gens qui vont dire, ouais, mon truc, il fait 2 kW, c'est super bien et tout dépend des conditions dont ont été faits les calculs pour annoncer ce chiffre-là. Il y a une norme qui s'appelle la 147 511, qui détermine d'une manière homogène, pour comparer tous les climatiseurs, avec une température d'air intérieur qui passe dans la partie refroidissement à 27 degrés, c'est-à-dire que l'air doit rentrer à 27 degrés, 19 degrés bulbe humide, c'est-à-dire à peu près 50% d'humidité relative. Cet air est refroidi, et pour le condenseur, la partie qui est extérieure, les calculs doivent être faits avec 35 degrés bulbe sec, température extérieure. Après, si vous faites des essais avec 30 degrés extérieurs, et ben vous allez avoir la puissance qui va gonfler. Si vous annoncez des chiffres, par exemple, on peut vous annoncer 4 kW, hein, mais 4 kW avec de l'air repris à une température et humidité relative autre que la norme, et on peut faire varier les puissances du simple au double, voilà, et faire croire aux gens qu'on achète des appareils surpuissants. Donc, il faut toujours que les puissances fassent référence à cette norme européenne pour comparer ce qui est comparable. Et encore, je ferai une vidéo sur les appareils qui ont des tuyaux d'air qui rejettent l'air chaud à l'extérieur pour vous faire voir qu'on peut encore biaiser ces valeurs-là pour faire croire que les appareils sont performants alors qu'ils ne le sont pas. Voilà. Allez, on revient. 4 ventilateurs avec 73,6 CFM, c'est-à-dire 125 mètres cubes chacun, pour pouvoir faire 500 mètres cubes en tout. Et si vous regardez la courbe, on se retrouve, comme on augmente le débit d'air, on est passé à 1,5 H2O en perte de charge à la place de 2,4 avant. Évidemment, plus vous augmentez le débit d'air, plus la pression disponible, plus vous avez des pertes de charge. Et il faut savoir que dans les gaines, quand vous doublez le débit, vous doublez les vitesses dans les échangeurs, dans les gaines, et ainsi de suite, et vous multipliez par 4 les pertes de charge. Hein. Les pertes de charge augmentent au carré de la vitesse, ou du débit. De toute façon, comme la section est la même, que ce soit le débit ou la vitesse, il y a une relation entre les deux. Donc sachez que plus vous augmentez qu'un même ventilateur le débit d'air, plus vous allez augmenter les pertes de charge, et plus le ventilateur doit combattre les pertes de charge. Donc là, avec mes 4 ventilateurs pour avoir les 500 mètres cubes, il ne faut pas que je dépasse 374 pascal en perte de charge, ou 38,1 mm de colonne d'eau. Il va falloir passer dans des filtres, dans des échangeurs,
avoir le cône de mesure de débit d'air. Enfin, il y a tout un tas de choses qui s'accumulent. Et pour avoir les 500 mètres cubes, il ne faut pas que je dépasse 1,5. Voilà, H2O. J'espère que j'ai été clair. On y reviendra peut-être un peu plus tard pour voir ça dans le détail. Voilà le schéma de raccordement du ventilateur. Alors, que voyons-nous? En partie haute, on a du 12 volts et la masse, le GND, qui vont directement sur le ventilateur. En passant bien sûr par un fusible. Donc si vous avez 4 ventilateurs, vous alimentez directement à travers 1 ou 4 fusibles les ventilateurs et vous reliez le GND à la masse de l'ESP32. Il faut que la masse soit commune. Donc ça, c'est les fils rouges et noirs. Le fil bleu. Le fil bleu, ça va permettre de faire fonctionner le PWM, c'est-à-dire de faire varier la vitesse de rotation du ventilateur. Et là, on passe par un petit composant, c'est un transistor bipolaire NPN, c'est le S8050. Il en existe d'autres, mais c'est celui que j'avais dans mon stock, que j'ai utilisé, il marche très bien. Donc, il faut toujours raccorder avec la face plate, parce que ce composant-là, il est plat d'un côté et bombé de l'autre. Donc la face plate sur le dessus, la fiche droite, vous le raccordez au fil bleu PWM du ventilateur. Le connecteur du milieu passe par une résistance de 4,4 kΩ et ça rentre sur le pin 27. Alors moi j'ai choisi le 27, mais ça peut être d'autres pins, il y en a plein sur le SP32. Le GPIO 27. Donc là j'ai mis une petite flèche, là on sort et on envoie des informations via le programme pour faire varier la vitesse. Et l'autre fiche va sur une autre borne disponible de masse, mais ça aurait pu très bien remonter au fil noir au-dessus. Du moment qu'il y a la masse de l'alimentation qui est commune avec la masse de l'ESP32, ça fonctionne. Donc, avec le GPIO 27, on va faire varier la vitesse de rotation. Après, pour lire la vitesse réelle de rotation du ventilateur, donc le tachymètre, j'ai mis en vert, mais en réalité c'est un fil blanc. Fil blanc sur fond blanc, ça ne se verrait pas, donc j'ai mis du vert. Vous arrivez donc directement sur le GPIO 34, moi j'ai choisi le 34, et il va lire l'équivalent de 2 impulsions par rotation. Donc le ventilateur, à chaque fois qu'il fait un tour, il envoie 2 impulsions que lit le SP32. Et vous avez une petite dérivation qui passe par une résistance de 2 kΩ qui va sur le 3,3 volts. Alors je ne vais pas expliquer pourquoi on a fait tout ça, c'est pas le but, mais il faut savoir que si vous voulez reproduire cela, il faut raccorder ça ainsi. Si vous avez 4 ventilateurs, vous reliez les 4 fils bleus du ventilateur sur le S8050 et vous allez faire varier les 4 en même temps. Par contre, pour la lecture, il va falloir séparer chaque tachymètre, chaque entrée tachymètre, et il va falloir multiplier les GPIO. Donc, si vous mettez 4, il va en falloir en utiliser 4, le 34, le 33, le 32, le 31, par exemple, et mettre 4 résistances reliées au 3,3 volts. Ça doit être vraiment séparé. Comme on va en avoir des ventilateurs comme ça, 8, plus 2 autres qui vont servir à amener l'air sur le brûleur, on va en avoir un paquet, on va en avoir une dizaine. Là, on peut se poser la question de savoir s'il n'est pas plus intéressant de mettre un multiplexeur. C'est un appareil qui va permettre de basculer de l'un à l'autre pour pouvoir lire. Bon, il faudra voir ça au moment de la conception de l'appareil, où on peut mettre aussi 2 ESP32 qui dialoguent entre eux, d'autant plus qu'il y en a un qui va dialoguer, si on fait ça, parce que c'est pas cher un ESP32, c'est quoi, c'est 8 €,
TTC sur Amazon. Si vous l'achetez en Chine, par quantité, ça va s'effondrer. Hein. Le SP32, dans une de mes vidéos, dialogue avec la sonde d'ambiance en Bluetooth basse consommation. Sur le SP32, vous avez deux types de Bluetooth. Vous avez la basse consommation et le Bluetooth, je dirais, classique qui dialogue avec des casques ou autre. Vous ne pouvez pas faire cohabiter les deux en même temps. Si vous choisissez de communiquer en basse consommation, vous ne pouvez pas basculer à un moment donné pour dialoguer. Enfin, du moins, moi, j'ai jamais réussi à le faire. Il semblerait que ça soit pas possible. J'ai cherché, j'ai jamais trouvé. Donc, l'idéal, c'est de mettre deux ESP32, un qui dialogue avec ça et qui fait toutes les mesures, et l'autre qui fait les calculs, les régulations. Voilà. Et puis, on les fait dialoguer en RX, TX entre eux, filaire, c'est plus fiable. On les met l'un à côté de l'autre. Sachez quand même que 10 ventilateurs, la lecture du tachymètre, c'est pas un problème pour un ESP32. En pleine vitesse, chaque ventilateur va envoyer 442 impulsions par seconde. Oui, imaginez que vous en ayez 10, hein, ça fait 4042 impulsions par seconde quand il y en a 10. Et ça, les doigts dans le nez, le SP32, il sait faire ça, sans que ça le perturbe, ne serait-ce qu'un instant. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se raccorde. Nous allons maintenant, je vais vous faire voir une... alors, je vais enchaîner plusieurs vidéos. Une où on va avoir le ventilateur fonctionner, où je vais rentrer sur l'IDEO, c'est-à-dire l'interface de programmation de l'ESP32 des valeurs. Donc, si on tape 50, il va tourner à 50% de la vitesse. Si je tape 60, il va passer à 60. Et puis, on va pouvoir avoir comme information la lecture des vitesses. Ça va être compliqué de mettre tout sur le même écran. La même vidéo, je vais vous faire voir, et vous allez entendre que je dis je passe à 30, à 40, à 50 les vitesses. On va regarder les consommations, on va écouter le bruit, on va voir un peu comment ça se passe. Tout de suite après, je vais repasser la même vidéo, mais sans voir le ventilateur, mais juste en voyant l'écran de l'interface IDE avec les retours d'informations, c'est-à-dire que je vais taper à un moment donné des vitesses. Le ventilateur va s'adapter à la vitesse. On va voir là, si on passe de 30 à 40, les rotations augmentées. Bon, c'est pour faire voir qu'on peut lire, qu'on peut piloter comme on veut ce ventilateur-là. Et après, je vais vous faire voir le moteur de ventilation, pour faire un petit comparatif, du Webasto chinois, du Vevor, que j'ai démonté. Je vais le faire tourner. Ça et là, il n'y a que 2 fils, hein, il n'y en aura pas 4, puisqu'il n'est pas conçu de la même manière. Hein. Il y a des charbons, enfin c'est moins bon, hein, c'est moins cher. Et puis en plus de ça, il n'y a qu'un seul ventilateur qui fait le soufflage en camping-car et l'amener d'air. Moi, je vais complètement séparer tout. Bon, là, je me répète peut-être un peu. Donc là, j'ai pu reparler, je vais vous passer toutes les vidéos les unes derrière les autres pour faire la conclusion à la fin. Voilà. Donc, le ventilateur en question, je vais le mettre en marche. Là, il va démarrer à 100%. Je vais le tenir parce que si je ne le tiens pas, il se sauve. Et je vais le faire chuter en vitesse. Alors, en pleine vitesse, je suis à 4,4 ampères. Allez, je le mets à 30%. Voilà, 30%. Alors évidemment, ça résonne sur mon bureau. Je vais le tenir comme ça. Et là, il est déjà beaucoup plus silencieux. Hein. Alors à 30%, je suis à 0,3 ampères. Et si on regarde un petit peu ici, alors, mon processeur ESP32 est raccordé. Voilà, si on se met comme ça, on voit qu'il est allumé. Nous avons le 12 volts qui arrive directement sur le fil rouge et noir ici. Donc en permanence, il est alimenté. Ici, j'ai mis un petit transistor S
8050. Donc vous avez vu sur le petit schéma. Voilà. Donc tout est bien raccordé. Et j'ai mis également... alors sur le transistor, il y a une petite résistance de 4,7 kΩ. Et pour lire le tachymètre, hein, on passe par également une résistance de 10 kΩ qui va sur le 3,3 volts. Et les impulsions du tachymètre vont sur le pin 34. Par contre, pour piloter le moteur avec cette sortie-là, c'est le pin 27. Alors évidemment, on peut choisir d'autres pins. Hein. Donc je vais, regardez là, je vais passer à 40%. Voilà. Et là, vous voyez sur l'écran du PC, 40%. J'ai ma vitesse de rotation par minute et à la seconde. Voilà. 179, 180. Allez, maintenant je vais passer à 50. Donc là-haut, ici, là, je mets 50. La moitié. Et hop, on monte. Et 50%, 221 impulsions qui arrivent du ventilateur par seconde. Rotation 6600 rotations par minute pour 50%. Et là, je suis à 0,83, si c'est possible pour vous de voir. Et on va augmenter. Allez, on va passer à 70% directement. Voilà. 70%. Je suis à 1,67, 66, 67 ampères. Toujours sous 12 volts. Allez, on va monter. 80%. 80%, je suis à 2,3 ampères. 90%. Alors, ça commence à faire du bruit. Hein. Voilà. 402 impulsions à la seconde. 100%. Et là, je suis au maximum. Et ça souffle, hein. Et si je le lâche, il se sauve. Je peux même pas le tenir. Il est formidable, ce petit ventilateur-là. Donc on va regarder un petit peu ses débits, ses pertes de charge disponibles directement. Et là, je vais repasser à 30%. Voilà. Alors évidemment que dans l'application, on ne va pas être à 100%. Hein. Surtout qu'il y en aura 4 comme ça sur le traitement d'air. Il y en aura 4 autres pour le condenseur, pour le mode clim. Hein. Et puis après, on aura ces ventilateurs-là pour le comburant. Le comburant, c'est l'amener d'air extérieur pour la combustion. Il y en aura 2 ventilateurs comme ça pour pouvoir travailler en haute altitude. Et là, c'est des ventilateurs un peu différents en turbine. Mais il y a aussi 4 fils et on va pouvoir mesurer la vitesse de rotation. Voilà, donc on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Donc je vais, regardez là, je vais passer à 40%. Voilà. Et là, vous voyez sur l'écran du PC, 40%. J'ai ma vitesse de rotation par minute et à la seconde. Voilà. 179, 180. Allez, maintenant, je vais passer à 50. Donc là-haut, ici, là, je mets 50. La moitié. Et hop, on monte. Et 50%, 221 impulsions qui arrivent du ventilateur par seconde. Rotation 6600 rotations par minute pour 50%. Et là, je suis à 0,83, si c'est possible pour vous de voir. Et on va augmenter.
Allez, on va passer à 70% directement. Voilà. 70%. Je suis à 1,67, 66, 67 ampères. Toujours sous 12 volts. Allez, on va monter. 80%. 80%, je suis à 2,3 ampères. 90%. Alors ça commence à faire du bruit, hein. Voilà. 402 impulsions à la seconde. 100%. Et là, je suis au maximum. Et ça souffle, hein. Alors, je vous ai mis les deux ventilateurs côte-côte. Comme vous pouvez voir, le diamètre d'admission d'air ici est équivalent à celui-ci. Hein. Donc l'air est aspiré là. Il est diffusé tout autour ici pour souffler sur le foyer du Vévor et diffuser l'air dans l'habitacle. D'un autre côté, ici, vous avez une entrée d'air extérieure qui est rejetée derrière et qui sert à alimenter en carburant le brûleur. Donc sur un seul et même moteur, vous avez deux turbines séparées. Là, vous voyez la petite pastille, c'est un aimant. Il y a derrière un capteur à effet Hall sur l'électronique. Bon, là, je l'ai enlevé. Et à chaque fois que ça fait un tour, bah, ça détecte une vitesse de rotation. Voilà. Sur celui-ci, c'est une détection, deux détections par tour. Ici, c'est une détection par tour. La grosse différence, c'est que vous avez que deux fils. Ce n'est pas la même technologie. Hein. Là, vous avez un moteur à balai. Donc, ça fait plus de bruit. Ça consomme plus. Ça s'use plus vite. Et en plus, vous n'avez pas l'électronique intégrée pour faire du PWM ou récupérer les vitesses de rotation, contrairement à ça. Donc ça, c'est beaucoup plus performant que ça. Maintenant, je vais le faire tourner. Alors, vous voyez, on est à 6,6 ampères. Toujours pour 12 volts. Hein. Je vais augmenter un peu la vitesse. Voilà, alors vous voyez, c'est quand même relativement bruyant. Et ça permet de souffler dans la cabine avec des vitesses moindres. On en reparlera. Alors, je vais le couper. Attendre que ça s'arrête pour enlever les doigts. Alors si vous vous souvenez bien, le ventilateur Vévor ne débitait que 60 mètres cubes par heure. D'accord ? Vous avez vu le bruit que ça fait. Alors que mon ventilateur, à vide, comme ça, délivre 132 CFM, c'est-à-dire 224 mètres cubes heure. On n'est pas dans les mêmes eaux, on est 4 fois plus. Hein. Ce qui veut dire qu'un seul ventilateur pourrait suffire, comme on va le voir après dans la petite maquette que je vais vous montrer, en débit à alimenter les 250 mètres cubes à quelque chose près. Sauf qu'on n'aura pas de pression disponible. C'est pour ça qu'avec les 4 ventilateurs, je vais consommer beaucoup moins que les 50 watts, soit de l'autotherme, soit du Vévor, pour des débits moindres, donc moins de consommation. On aura, donc les 4 ventilateurs feront moins de bruit, hein, parce que le niveau sonore ne s'additionne pas. Hein, on n'additionne pas si on a 10 dBA par ventilateur. Si on en met 4, on n'a pas 40 dBA. Hein. Les calculs se font différemment. Donc on aura très peu de niveau sonore en plus et on tournera très lentement. Voilà. Donc ce que je vais vous faire voir maintenant, c'est
la maquette, où j'en suis dans la construction de la maquette. Donc j'ai fait un petit film et je vais le commenter directement. Alors ce que vous voyez à l'écran, et que je vais prendre en main, c'est le chauffage Vévor. Hein. Bon, je l'ai laissé là-bas. C'est le corps de chauffe du Vévor en aluminium, avec les ailettes intérieures. Voilà, les ailettes extérieures sur lesquelles l'air est réchauffé. Et en partie basse, en dessous, il y a la sortie d'échappement. Voilà, et là, je vous fais voir que l'air passe sur le dessus. Là, ça va être le chauffage gasoil thermoélectrique. Les 4 échangeurs que je vous fais voir de chaque côté, ce sont des échangeurs en cuivre. Il y aura une semelle qui sera relativement épaisse pour dissiper la chaleur sur les ailettes qui vont être en cuivre. Moi, les ailettes en haut, je les ai reliées en PLA pour pouvoir rigidifier l'ensemble. Et on aura 4 ventilateurs, comme vous pouvez le voir, qui seront en face chaque échangeur à ailettes pour pouvoir diffuser l'air chaud dans le camping-car, mais surtout là, ce que vous voyez tout autour, alors là, ça c'est un Clixon de sécurité, mais voilà, les trucs blancs de chaque côté, bah, ce sont les... Sur chaque face, on a 6 sondes, 6 cellules thermoélectriques sur chaque face, voilà, comme je vous le fais voir. Et là, la partie que vous voyez à l'arrière, je vais enlever le Clixon et je vais mettre un échangeur à eau pour chauffer l'eau chaude. Et les parties ici de zone, parce que là, la gaine sera rectangulaire, elle fera 270 par 270 à peu près. Et là, on a des zones vides qui seront fermées, évidemment, pour pouvoir forcer l'air en chauffage à passer par les ailettes. Mais très certainement, ils vont s'ouvrir en clim pour pouvoir passer les 500 mètres cubes sans créer trop de pertes de charge, parce que, comme je vais me répéter, hein, les pertes de charge augmentent au carré du débit. Donc on va multiplier par 2 le débit. Si on passe toujours par les mêmes ailettes, on va multiplier par 4 les pertes de charge. Donc on va être obligé de faire tourner plus vite les ventilateurs et ça fera plus de bruit. Donc je vais trouver un système pour pouvoir ouvrir les angles. Alors les angles, ils vont servir à autre chose parce que c'est là que va se faire le raccordement des cellules SIDBIC. Voilà, là ce que vous voyez en rouge, c'est le corps de chauffe, l'équivalent de ce qui est à gauche, mais sauf qu'il sera en cuivre pour avoir une meilleure conduction thermique. Donc là, je vais vous faire voir l'autre côté. Alors, tous les serrages avec les vis, il faudra mettre... les trous sont plus gros que nécessaire pour compenser la dilatation quand le corps de chauffe va chauffer, hein, puisqu'on va monter à 300 degrés. Et on mettra des rondelles Belleville pour pouvoir compenser la dilatation. Là, ce que vous voyez, bah, c'est le brûleur que j'ai remis dedans. Hein. La même chose que ce qui était dans le chauffage Vévor. Bah, je l'ai tout simplement adapté puisque ça ne change pas. Là, c'est l'emplacement de la bougie et de l'alimentation de gasoil. Et ce que je vous montre, là, c'est l'alimentation d'air, de comburant. Une pièce que je dois encore fabriquer. Là, en partie basse, c'est la sonde Lambda qui est sur l'échappement. Le tube que vous voyez ici, c'est le tuyau d'échappement qui va passer à travers, voilà, c'est l'équivalent de l'autre, hein, qui va aller à l'extérieur du camping-car avec une sonde, hein, ce qui n'a pas les chauffages, je dirais, traditionnels, une sonde lambda qui va permettre de mesurer si on a le lambda est bien proche de 1, si on n'est pas suralimenté ou sous-alimenté, ce qui pourrait faire qu'on ait une mauvaise qualité de flamme et un encrassement prématuré. Voilà, ça c'est une sonde lambda. Voilà un petit peu le chauffage tel que je le développe. Hein. Donc je vais le faire en grandeur nature. La seule chose qui ne fonctionnera pas, ça sera bien sûr la partie chauffage, hein, parce que ça va être difficile à faire. Voilà, ça c'est les 4 fils de la sonde lambda. Parce qu'il y a 2 fils qui servent à chauffer la sonde, pour pouvoir faire une bonne mesure, et les 2 autres donnent une information en tension. Donc la tension varie en fonction de la variation de la tension, on sait si le mélange est bon ou pas. Normalement, on chauffe la sonde au démarrage, ça va permettre de contrôler qu'il y a une bonne combustion, et si jamais ça ne s'enflamme pas, plutôt que d'injecter du gasoil, ça va faire une sécurité, on va arrêter la ventilation, on va tout arrêter, surtout d'injecter du gasoil.
mais ça va servir aussi, en plus de la sécurité, du bon réglage. Voilà, ça c'est un filtre plissé qui va créer des pertes de charge. Hein. On va filtrer l'air avant de rentrer dans le système. Et c'est des filtres plissés. Pourquoi plissés? Parce qu'on augmente la surface, et en augmentant la surface, on diminue la perte de charge. Voilà, donc on aura un filtre à l'entrée. Tout ça, ça sera monté. Voilà, je vous fais voir le ventilateur qui va amener l'air pour la combustion, l'oxygène, le comburant, et à côté, vous avez les 4 ventilateurs qui vont souffler l'air dans l'habitacle. Donc on sépare les deux. L'air de traitement d'air de l'habitacle, ça sera soit du chaud, soit du froid, parce que si on intègre la clim, et puis là, le ventilateur que je vous montre, c'est pour la combustion. On sépare les deux, on optimise un maximum, et surtout, on va augmenter le rendement de l'appareil. C'est-à-dire que comme tous les échangeurs vont être en cuivre, l'échangeur, les ailettes, alors ça coûte plus cher, mais par contre, on va gagner en rendement, c'est-à-dire que les 6%, les 5 à 6% qui vont être prélevés dans le chauffage pour fabriquer de l'électricité, on ne le ressentira pas puisqu'on aura un meilleur coefficient d'échange, on va avoir un meilleur rendement, donc on va consommer moins de carburant pour produire plus de chaleur que les chauffages traditionnels. Voilà, là je vous fais voir les échangeurs à ailettes dans lesquels on va faire passer 250 m3 en tout sur les 4 échangeurs pour pouvoir bien refroidir les cellules à effet Sidbik pour pouvoir avoir un échange maximum entre les 300 degrés qu'on va essayer d'obtenir sur le cuivre du brûleur et de l'autre côté les températures les plus basses. L'idéal ça serait d'avoir 30 degrés mais ça ne va pas être possible, mais on aura plus, et sur la quantité de cellules, et ben évidemment on va comment dire avoir une température de soufflage plus froide dans l'ordre de 70 degrés, mais par contre avec des débits d'air plus importants, ce qui va faire qu'on aura un taux de brassage supérieur dans le camping-car tout en travaillant en air neuf. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je suis bavard. Mais bon, ça vous donne l'état d'avancement de mon projet. Un projet qui me tient à cœur parce que on touche à plein de choses. Donc j'ai fait plein de petites vidéos, hein, ça c'en est encore une sur le ventilateur. Et le cumul de toutes ces petites vidéos, ben, on va construire le chauffage gasoil thermoélectrique. Et après, j'espère qu'il y aura un constructeur, un fabricant de camping-car qui sera intéressé par le concept, et puis je pourrai l'aider, gracieusement bien sûr, à développer ce chauffage hein, qui fera, je le répète, chauffage, clim et déshumification. 3 choses, et production d'électricité, j'allais oublier le plus important. Il fera 4 choses. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Il y aura peut-être une autre vidéo d'ici là, je ne sais pas. En tous les cas, profitez bien de la famille en cette fin d'année et on se revoit l'année prochaine. Au revoir.